Voilà un petit exemple où on peut essayer, voir de quelle façon on va faire la numérotation de ces équipements. Ici, c'est un exemple pris de le Ulrich 1984, même si c'est un vieux livre, mais ça va nous apprendre, parce que ça n'a pas changé d'avant jusqu'à aujourd'hui. Si on remarque ici les choses, c'est pas mal les mêmes symbologies générales qu'on voit dans les deux livres, dans les deux bouquins. Et on a aussi, mettons par exemple ici, on voit la priorité des lignes de courant. Donc on voit ici la façon comme on va représenter les sorties et les entrées. Donc c'est pas mal standard, même si c'est vieux. C'est la section de génération des vapeurs. De quelle façon on fait la numérotation des équipements? Premièrement, comme on avait déjà dit, la numérotation commence avec la section. Donc ici, on peut appeler à cette partie de l'usine, c'est la génération des vapeurs. Donc la section de génération des vapeurs, disons qu'on la nomme comme ça. C'est la section 100. Ça veut dire que bon, tous les équipements vont commencer avec le numéro 1. Deuxièmement, c'est la façon qu'on va numéroter les équipements. La façon qu'on va faire la numérotation de tous les équipements qui sont dedans. Alors, on a déjà identifié cette section de l'usine comme la section 100. Donc, à l'intérieur d'une section, il faut numéroter chaque équipement par type et en ordre d'apparition. Par exemple, si on aurait plusieurs échangeurs de chaleur, donc on va numéroter de la façon suivante. Donc c'est le échangeur 101, le échangeur 102, etc. Si il va apparaître, mettons par exemple, plusieurs réservoirs dans la section 2, donc c'est le V201 et le V202, etc. De cette façon-là. Si on revient à ce petit exemple ici, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3 et 4 réservoirs. De ces 4 réservoirs, c'est lui qui a la priorité, c'est lui qui est au milieu, parce que lui, ça va servir à réchauffer la courant de fuel oil qui s'en vient directement ici au four. Donc, il faut pas oublier qu'on est dans la génération de vapeur, et dans cette génération de vapeur, il y a 2 équipements importants, c'est le four et c'est cet réservoir-là. Donc, on va commencer plutôt avec lui, donc c'est le 101, 102, 103 et 104. Parce qu'ici, on peut voir que lui qui est en haut va alimenter celui qui est en bas. Donc, on va de A en haut, de gauche à droite. Ici, on peut voir la numérotation proposée. Donc, 101, 102, 103 et 104. Après ça, on a ici le filtre d'air. Donc, pour le filtre d'air, le Turton, il ne nous donne pas aucune nomenclature, donc on va utiliser celui de Wallace, donc c'est le FG101. De la même façon avec les pompes, en fait avec les échangeurs de chaleur, je me suis trompé avec mon animation, donc on a un petit échangeur de chaleur ici, ce tuyau ici, cette tuyauterie qui va rentrer dedans dedans le V101, donc on a le S101, S102 et S103. On va toujours de gauche à droite en ordre de priorité. Alors maintenant, là, on montre les pompes, donc il y a le P101, P102, P103. On a 3 pompes. Cette pompe-là a priorité sur elle parce qu'elle vient de cet équipement qui est très important. Elle vient de la sortie, donc c'est plutôt de en haut en bas, 101, 102 et finalement la 103 qui va après. Finalement, on nomme le four. Donc ici, on utilise la nomenclature aussi de Wallace ou de Turton. Donc il fallait regarder, mais peu importe, c'est le H101. Mais je pense que j'ai gardé la nomenclature de Turton parce qu'ici, je suis les recommandations de Turton. Le H101. Donc voilà, de cette façon, notre diagramme est bien numéroté. Dans ce cas-là, on a pris les recommandations de Turton. Si maintenant, on prend une autre recommandation, ici, on va prendre la recommandation de Ulrich. Ça, c'est une autre façon de le faire. Donc, comment se fait l'étiquetage? C'est que il faut d'abord identifier les équipements majeurs. Qui sont les équipements majeurs? Ce sont tous les équipements qui sont les plus importants d'une section. Dans cette section, il y en a 2. Il y a le réservoir V101. En fait, je l'appelle V101, mais ça s'appelle V101. Tantôt, on va le numéroter avec ce style-là. En fait, c'est ce réservoir-là qui va faire un échange de chaleur, il va chauffer cette courant de fuel oil, c'est le combustible principal de le four. Donc, on a 2 équipes majeures. C'est le premier réservoir et le four.
Ça, c'est la première chose qu'il a fait. Donc, on identifie les équipements majeurs et après ça, on va les numéroter avec des dizaines. Donc, ça va être le 110, le 120 ou le 130. Donc, dans ce cas-là, on va voir que cette four, c'est le 110 et cette réservoir-là, c'est le 120. Donc, le four, plus important, on le nomme ici comme le Q110. Ici, j'utilise une autre nomenclature. Ce n'est pas une nomenclature de Turton, mais comme je viens de dire, la nomenclature, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que tout soit numéroté et que suivre tout le temps les mêmes cycles, qui soient standards dans mon diagramme et dans mon usine. À continuation, on va numéroter le réservoir. Ça veut dire ce réservoir-là, que c'était l'autre équipement majeur. Donc, on va le nommer comme le F120. Encore une fois, la nomenclature que j'utilise ici, le F et le Q, ça vient pas de Turton, ça vient d'une autre nomenclature, mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est toujours être standard dans mon procédé et dans mon usine. Si on continue, donc la prochaine partie, c'est chaque équipement majeur a des pièces de support. Donc on peut voir ici que le F120, la seule pièce de support qu'elle a, c'est l'échangeur de chaleur ici. Après ça, le four Q110, il y en a plein de équipements. En fait, le restant des équipements vient faire des équipements de support pour lui. En suivant cet ordre d'idées, on numérote tout le temps tout ce qui est relié à 110, comme 111, 112, etc. Et tout ce qui est relié à 120, comme 121 et 122. Donc, dans ce cas-là, le Q110, donc ici, on a un échangeur de chaleur ici, on a un autre échangeur de chaleur ici. Donc, on commence avec les échangeurs de chaleur et on s'en va en ordre de priorité jusqu'à arriver à tous les équipements. Donc, dans ce diagramme, on voit la génération de vapeur, ça veut dire la section 100 bien numérotée selon le style de Ulrich. Donc, on peut voir ici qu'on a le équipement majeur, le Q110. Donc, le Q110, après ça, on a le E111, le SE112, F113, F114. Ça, on va d'en haut en bas. L116, G117 et H118, F119. Même chose on fait pour l'équipement majeur F120, donc on a le F121, c'est le seul équipement de support qu'on a. Et ici on ajoute, on n'oublie jamais de mettre une légende de chaque équipement. C'est pour cela que je viens de dire que c'est pas important la numérotation, en fait ce qui est important c'est de garder toujours la même sorte de nomenclature. Par exemple ici, à la place d'utiliser V, ils ont utilisé F, mais les F c'est toujours des réservoirs. Par exemple, ici, les pompes, comme ce sont des trois pompes différents, donc ils ont changé la nomenclature GL, GLL. Ces deux pompes sont des mêmes sortes de pompes, mais la G, c'est une pompe différente. Donc ici, on peut voir que la G, c'est la Combustion Air Blower. Donc c'est une autre sorte de système pour faire de transport de fluide. En fait, c'est pas une pompe, c'est un compresseur. Donc ça, c'est une espèce de compresseur, de souffleur. Pas souffleur, je parle en espagnol, des souffleuses, c'est une espèce de souffleuse, donc tandis que ces deux-là sont des pompes de liquide. Donc eux, ils ont utilisé le L ici, mais ici le G. Donc il faut faire attention avec ça, gardez tout le temps une façon standard de numéroter votre diagramme. Voilà un schéma complet PFD. Plus qu'un PFD, c'est un PID. Mais ce que je veux montrer ici dans cette diapo-là, c'est pas juste qu'on a à rajouter la partie de contrôle, mais c'est une chose qu'on ne va pas faire dans notre diagramme dans cette cours-là, mais ce que je veux faire ressortir, c'est le fait qu'il y a tout le temps d'ajouter une légende et un tableau. Alors cette légende-là correspond à la liste d'équipements avec la nomenclature standard que j'ai suivie, mon modèle à moi ou les modèles que j'ai pris soit de Turton, soit de Ulrich, soit de Wallace, soit de notre système, mais qui soit quelque chose de cohérent. Donc, on a tout le temps la partie de notre diagramme, c'est notre diagramme même, le PFD, toujours avec une petite légende, comme je dis, parce que même dans cette nomenclature-là, pression, température et numérotation des courants, c'est pas nécessairement
standard, on peut voir ici que pour numéroter les courants, ils ont utilisé plutôt un carré qu'une espèce de diamant, comme dans le cas de Thornton, mais c'est pas important ça. La plus important, c'est que je dois toujours écrire une légende, et j'ai aussi mon tableau qui correspond à un bilan de masse. Ça veut dire que je montre le débit et les compositions de chaque courant, si c'est possible. Et parfois, c'est pas possible de montrer les compositions, mais si je peux, mais je peux le montrer. Et aussi le flux d'énergie de chaque courant. Dans le cas des procédés discontinus, la grille de bilan de masse doit être substituée par une description de la séquence d'opérations. Ici, dans ce diagramme-là, on peut avoir un diagramme de temps. Donc, on a le temps qui va de 0 heure à 20 heures. Et on peut voir la séquence de chaque équipement. Chargement, agitation, chauffage, refroidissement, transfert. Ce sont toutes les opérations qu'on va faire avec le système de réaction. Et après ça, ça va entrer dans le système de cristallisation qui va agir de cette façon-là, de la façon qui est ici. Donc, un procédé discontinu et un procédé continu peuvent être mis en série, mais ça à condition qu'une unité de stockage soit insérée entre les deux. En même temps, d'un point de vue de bilan de masse globale, on peut aussi considérer un débit moyen, par exemple, volume de réacteur en fonction du temps de cycle. Il faut faire attention par rapport au bilan de masse et par rapport à la façon comment on peut insérer un procédé discontinu entre un procédé continu. Voici des petits exemples de comment faire des bonnes déconnexions d'unités. Donc, il nous demande de connecter les entrées et les sorties correctement sur les unités suivantes. Donc, on a deux unités ici. La première chose qu'il faut faire, c'est d'identifier quelle symbologie on utilise. Si on regarde un petit peu, cette symbologie-là, ça vient de Visio et ça correspond à des filtres. Donc, dans un filtre, on fait la séparation d'une solide d'une suspension. Donc, ça veut dire qu'on va entrer une suspension. Ça veut dire que l'opération unitaire qu'on va faire, c'est une opération de séparation. Tout séparateur a à moins une entrée et deux sorties. Si on regarde ici la bonne connexion, donc on peut voir que la suspension entre, et dans le filtre, il y a la fraction filtrée qui sort, il y a le filtrat qui sort ici. La fraction filtrée, c'est la plus lourde, donc ça va sortir en premier plus bas, et le filtrat, c'est le plus dense, donc il va sortir en haut. Même chose pour le deuxième filtre, donc la suspension, le retenant et le filtrat. Voici un autre exemple, donc on a deux réservoirs. Donc le premier réservoir, c'est un séparateur liquide-gaz, donc on fait la séparation d'un courant biphasique. Donc dans ce cas-là, on doit avoir une entrée et deux sorties. Toujours, donc c'est un mélange liquide-gaz, parce que c'est un séparateur liquide-gaz, tout le temps le gaz en haut, tout le temps le liquide en bas. Même chose pour le deuxième, c'est une colonne garnie, ça veut dire on fait l'épuration d'un gaz. Dans ce cas, on a toujours deux entrées. Donc on a le liquide tout le temps qui entre en haut et sort en bas. Le gaz impur qui va rentrer en bas, il va sortir en haut. Dans notre deuxième exemple, on a un cyclone et on a un compresseur. Donc on commence avec le cyclone. C'est quoi l'opération qu'on fait? On fait le nettoyage d'un gaz. Ça veut dire on va enlever la poussière d'un gaz. Donc comment on le fait? Donc, il va avoir tout le temps une entrée gaz solide, le gaz tout le temps en haut, le solide tout le temps en bas. Dans le cas des compresseurs, donc on fait la compression d'un gaz. Comme on va faire la compression, on va de basse pression à haute pression. En fait, on va de haut volume à un petit volume. Ça veut dire que le volume va diminuer parce qu'on augmente la pression. Ça, c'est la logique pour se rappeler tout le temps de quelle façon il faut faire les connexions dans un compresseur. Donc, les compresseurs, comme on le fait, c'est le gaz à basse pression qui va entrer tout le temps en haut, tout le temps ici en haut, et le gaz de haute pression qui va sortir en bas. Jamais l'entrée est gauche-droite, c'est tout le temps haut-bas. Problème à éviter. Première chose, le filtre est réservoir gourmande. Donc la gourmandise, c'est pas bon, c'est une mauvaise habitude. Ça veut dire en entrée et pas de sortie. Le séparateur chiche, ça veut dire les séparateurs qui font rien. En entrée, une sortie. Si je veux séparer, je veux à moins deux sorties. L'arbre compresseur, ça veut dire les compresseurs viennent connecter, le gaz rentre par l'arbre.
et surtout l'antigravité. Ça, c'est très bon pour Superman ou d'autres super-héros, mais ça ne fonctionne pas dans les procédés. Donc, c'est toujours le liquide monte et le gaz descend. Étant donné que ça m'a pris un peu plus de temps prévu pour cette capsule-là, c'est devenu un peu comme l'histoire de les marcheurs de la nuit de Game of Thrones. Donc, mais finalement, grâce à Arya Stark, on est arrivé à la fin.